que nous venons de voir la pyramide prophétique, nous allons maintenant voir succinctement l'origine de l'Égypte qu'on connaît à peu près tous quand même. Lorsque l'Égypte apparaît dans l'histoire, vers 3000 avant notre ère, elle surgit déjà entièrement structurée. Écriture, astronome, système administratif, mathématiques, architecture monumentale, pas de période d'essai, pas de balbutiement. Aux yeux des historiens honnêtes, ce démarrage fulgurant reste l'un des plus grands mystères. Pour d'autres courants, dont le nôtre ici, cela indique surtout que l'Égypte a hérité d'un savoir antérieur plutôt que de l'avoir inventé toute seule. Une civilisation ne passe pas de village en torchis à des blocs taillés au 1/20 de millimètre près sans transmission. En quelques siècles seulement, l'Égypte démontre une maîtrise de l'astronomie de précision, de la géométrie sacrée, du travail du granit à une échelle plus qu'industrielle, de la logistique colossale et d'un rapport au temps totalement différent du nôtre. Le problème, c'est qu'aucune civilisation voisine n'avait ce niveau, pas même de loin. Ce saut si abrupt qu'on en a le vertige, que certains chercheurs parlent d'un téléchargement de connaissances, plutôt que d'une évolution linéaire. Un savoir venu d'ailleurs ou conservé par une lignée bien précise, qui aurait ensuite ressemé cette connaissance, comme on l'a vu tout au début. Tu te rappelles, on avait parlé des Shemsuar. Et oui, je l'ai dit, on répète et on répète jusqu'à ce que ça rentre dans notre tête. La tradition orale égyptienne elle-même ne s'en cache pas. Leurs ancêtres auraient reçu leur science des êtres appelés les Shemsuar, signifiant les suiveurs d'Horus, survivants d'un monde antérieur. Quand on croise les récits de Platon sur l'Atlantide, les archives mésopotamiennes, les traditions andines, c'est-à-dire celles de peuples des Andes, comme les Incas ou les Quechua, par exemple. Maintenant, tu sais d'où vient la marque de Décathlon. Et la réalité d'une lignée adamique bien spécifique, on retrouve la même idée. Un monde avant le grand cataclysme dont certains ont survécu et ont été porteurs d'une connaissance élevée. Les pyramides seraient alors les dernières manifestations visibles d'un savoir en train de disparaître. Mais comme nous sommes là, les amis, ce savoir réapparaît. Ah ouais! Alors, les Égyptiens connaissaient Pi, Phi, le maître, la vitesse de rotation de la Terre, des cycles astrologiques complexes comme la précession des équinoxes et les corrélations entre les étoiles, les saisons et les cycles du vivant. Tout ça, bien avant les Grecs et les Arabes. La Grande Pyramide reflète, nous l'avons vu tout à l'heure, on récapitule donc, le rayon terrestre, la circonférence de la Terre, la distance Terre-Soleil et la distance Terre-Lune, et l'orientation parfaite vers les points cardinaux. Aucun chantier expérimental n'a été retrouvé, seulement des œuvres définitives. On ne découvre pas par accident les constantes fondamentales de l'univers quand même, à moins que ce savoir n'ait été hérité, mais pas inventé. L'Égypte n'est pas l'origine, non, non, non. Elle est le dépôt, l'archive, la mémoire d'une civilisation plus ancienne qui a codé dans la pierre
une géométrie universelle, un message astronomique, une technologie énergétique et la cartographie d'un savoir perdu, comme si on avait voulu tenter de sauver la mémoire du vivant après une chute générale. Quand on date la grande pyramide, on date en fait le bois retrouvé autour, pas la pierre. Cela pose donc un problème. Les charbons de bois peuvent venir de restauration ultérieure. L'érosion du sphinx nous montre une exposition massive à l'eau. Il y a bien plus longtemps que ce qu'on veut bien nous faire croire. Et les traces d'usure interne datent parfois d'une époque antérieure aux pharaons. Cela nous donne comme résultat les datations vers moins 2200 donc, reposant sur des éléments secondaires. La structure elle-même pourrait être nettement plus ancienne, héritée d'un cycle antérieur. Plus on accumule de données, plus la frise historique tremble. Voici quelques grosses incohérences pour rester poli. Les pyramides apparaissent trop tôt par rapport au niveau technologique supposé. Les dynasties qui suivent, étonnamment, régressent en savoir-faire au lieu de progresser. Certaines stèles, entre parenthèses, mentionnent des règnes impossibles ou des reconstructions de monuments qui auraient dû être neufs. La chronologie égyptienne, présentée comme solide, en plus, repose en réalité sur des reconstructions tardives, sur des interprétations classiques, sur des choix idéologiques, ce qui laisse, de ce fait, une grande marge à une histoire bien plus fracturée et ancienne. Dans tout Gizeh, on se heurte à des éléments que personne ne sait reproduire. Des blocs de plusieurs dizaines de tonnes ajustés comme un puzzle optique, des angles parfaits malgré l'échelle colossale, des couloirs qui gardent des tolérances inférieures au millimètre, des coupes de pierre réalisées à une vitesse et une précision qui évoquent plus la découpe au laser qu'avec des ciseaux. Même en 2025, les ingénieurs le reconnaissent eux-mêmes et disent, je cite, « Nous ne pouvons pas reconstruire la grande pyramide à l'identique avec les méthodes proposées par l'égyptologie classique. » Fin de citation. Ils le disent eux-mêmes. Cette phrase n'empêche à elle seule fait dérailler la version officielle. Si les pyramides avaient été réalisées avec des outils en cuivre et des cordes, alors nous avons deux possibilités. Soit on sous-estime gravement l'ingéniosité humaine, soit la théorie tient du conte de fées pour enfants très sages. Parce que le cuivre ne coupe pas le granit, les rampes nécessaires seraient plus longues que la vallée du Nil elle-même, aucune trace logistique cohérente n'a été retrouvée. Ni rampe, ni chantier, ni outils. Ça, c'est dit. En revanche, la précision, elle, nous parle d'une technologie hyper avancée, d'une transmission de savoir et d'usage de méthodes perdues telles que la vibration, la résonance, la géométrie non linéaire, entre autres. Nous pouvons voir qu'il y a trois grands tabous scientifiques. Le premier, l'idée d'une civilisation antérieure, rejetée car elle casse la ligne évolutive.
Le second, l'idée d'une technologie non reproductible, inconfortable donc pour les institutions. Et le troisième, l'idée d'un savoir intentionnellement encodé dans la pierre, trop proche du symbole, du sacré sûrement, du non matériel quoi. Et pourtant, trop d'indices convergent. Trop d'éléments échappent à l'explication rationnelle. Trop de hasards qui sous-tendent une intention. Non, parce que vois-tu, quand plusieurs coïncidences pointent toutes dans la même direction, on n'appelle plus ça une coïncidence, mais un pattern. Ce n'est plus du hasard, donc c'est un message. Ce que la science refuse d'admettre aujourd'hui pourrait bien devenir demain l'évidence que tout le monde prétendra avoir toujours connue en fait. Les dimensions de la grande pyramide ne correspondent à rien de connu dans l'Égypte antique, mais à tout dans les lois de la nature. Sa hauteur, sa base, ses angles que nous avons vus tout à l'heure, on a bien vu que tout semble calibré comme si une intelligence supérieure avait joué avec les constantes universelles. Souvenons-nous, la base renvoyait aux proportions du globe terrestre, la hauteur renvoie aux rayons de la Terre, et prenons maintenant la vitesse de la lumière qui est égale à 299 792 458 mètres secondes. Et vois-tu, la latitude de la grande pyramide est égale à 29,9792,458 degrés nord. Je répète, la vitesse de la lumière, 299 792 458 mètres par seconde. La latitude de la grande pyramide, 29,9. Donc là, on a les 299 millions. 792 792 458 degrés. 458 mètres par seconde. Ah, mais quelle coïncidence encore que là, vois-tu. Et voyons voir du côté du fameux angle de 51 degrés 51 minutes, de l'inclinaison des faces de Khéops qui évoque le rapport entre le cercle et le carré. C'est un angle de géométrie sacrée, car 51 degrés 51 minutes permet d'obtenir un rapport hauteur sur base très proche du nombre d'or. C'est l'angle qui crée la pente d'or, soit la pente idéale pour l'ascension. Cet angle transforme la pyramide en sphère parfaite. En gros, le périmètre de la base est égal à la circonférence d'un cercle ayant pour rayon la hauteur. Et en clair, le sol exprime la terre, la hauteur exprime le ciel, et ensemble, elles donnent un cercle, donc une unité cosmique. Bref, une structure mathématique parfaite. Pour résumer clairement, 51 degrés 51 minutes, c'est l'angle d'inclinaison des faces de Khéops. C'est un angle mathématiquement parfait lié au nombre d'or qui relie le carré, la Terre, au cercle, le ciel, et symbolise la montée de la conscience. Et ça ne peut pas être des coïncidences. C'est une signature. Un message posé dans la pierre compréhensible seulement lorsque l'humanité atteindra un certain niveau, c'est-à-dire le nôtre maintenant. Rien, mais alors rien n'a été construit au hasard. Les pyramides montrent clairement une volonté astronomique spectaculaire. Et on se remémore donc, alignement quasi parfait sur les points cardinaux, corrélation précise avec la ceinture d'Orion, des couloirs pointés vers des étoiles spécifiques comme Sirius, une orientation du Sphinx vers le lever du soleil et la constellation du Lion. Ce n'est pas une architecture tournée vers la Terre, mais bien
vers le ciel, comme si tout l'ensemble servait de pont entre le monde des hommes et la mémoire cosmique. Il est impossible de comprendre cette prouesse dans les standards technologiques connus de l'époque. Nous sommes d'accord. Environ 2,3 millions de blocs pesant entre 2 et 70 tonnes et ajustés au dixième de millimètre près, des joints si fins qu'on ne peut pas glisser une lame de rasoir, des surfaces polies avec une précision que l'industrie moderne reproduit difficilement, ok? Et on nous dit que cette construction aurait duré une vingtaine d'années, ce qui veut dire un bloc posé toutes les 2 minutes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bah voyons. Non. Ici, on ne parle pas de bons artisans maçons, hein. On parle d'une technologie de pointe, focalisée, méthodique, mathématique. Cette précision à elle seule devrait normalement bouleverser toute l'histoire officielle. Mais, vois-tu, elle dérange un peu trop. Alors moi, j'insiste encore et encore dans cet épisode. Extrêmement dur, a été travaillé comme de l'argile. Des traces de sciage, de forage, de découpe impliquent des outils que personne ne possède à l'heure actuelle. Perçage hélicoïdaux, c'est-à-dire en forme de spirale, parfaitement régulier. Des surfaces creusées à grande vitesse donc. Polissage quasi optique, c'est-à-dire tellement lisse que la pierre devient réfléchissante, comme si elle avait été travaillée pour envoyer la lumière. Certaines parois montrent même des signatures thermiques, comme si la matière avait été ramollie, chauffée. Cela ne relève plus de la maçonnerie, les gars, mais d'une ingénierie avancée, maîtrisant les propriétés profondes de la matière. Les structures internes ne ressemblent pas à un tombeau. Elles ressemblent à un système de transfert, d'amplification et de stockage d'énergie. La grande galerie évoque un accumulateur. Les conduits sont trop étroits pour des humains et ils pointent vers des étoiles, des conduits thermiques, acoustiques, ioniques peut-être. La chambre du roi, construite en granit, piézoélectrique, vibre à des fréquences spécifiques. Franchement, on est devant un vrai dispositif, pas un mausolée. Un système conçu pour interagir avec le champ terrestre, les vibrations, la lumière, la conscience. Depuis l'Antiquité, les prêtres scribes égyptiens n'ont jamais tout livré. Pas par malveillance, mais par stratégie. Ils ont dû protéger leur savoir en réservant les connaissances astronomiques, géométriques et métaphysiques aux collèges initiatiques. Résultat, les textes publics sont symboliques, les inscriptions sont fragmentaires, et une grande partie du savoir s'est transmise oralement, donc à moitié perdue. L'Égypte pharaonique a montré au monde ses temples, mais pas ses manuels d'ingénierie sacrés. À partir du XIXe siècle, l'Europe a décidé que les pyramides sont des tombes. Les Égyptiens ont tout inventé eux-mêmes et toute autre hypothèse relève du fantaisiste. Mais pourquoi donc? Parce qu'admettre une source plus ancienne, antédiluvienne, atlante ou préadamique, brise deux dogmes. Le récit linéaire du progrès et l'idée que l'humanité moderne domine toutes les autres. Alors, on a réinterprété les faits. On a, disons, simplifié, normalisé, reclassé. Un récit, certes, confortable pour les académies. Ah, ça, oui!
mais pas pour la vérité. Intrinsèquement, donc, pas pour nous. Ils savent très bien quelque chose que beaucoup n'osent pas dire. Les tablettes sumériennes décrivent une histoire pré-humaine. Les assyriologues voient bien les rois régnant des milliers d'années, les êtres d'en haut, les destructions cycliques, les reconstructions après déluge, et entre parenthèses, quand tu connais un tout petit peu la Bible traduite de l'hébreu, tu te rends compte de tout ça aussi et même plus. Mais alors, pourquoi ce silence ? Parce que si on relie l'Égypte à la Mésopotamie, on obtient un récit global, une civilisation antérieure, une catastrophe majeure, des survivants porteurs d'un savoir. Et, bien évidemment, dire ceci officiellement, c'est dynamiter toute la chronologie classique dite officielle. Donc, on dit rien, c'est plus pratique. Ah, mais j'insiste, l'idée que la Grande Pyramide est un simple tombeau est l'une des plus grosses conneries monumentales jamais entendues. Pardon, est l'une des plus grandes erreurs ou manipulations de l'histoire. On se refait le topo, car il y en a qui ont du mal à intégrer ça, l'œil. Aucune momie, aucune inscription funéraire, aucun décor mythologique. Ah, mais des mythos tout court, par contre, il y en a un. Aucune preuve matérielle, rien, sauf une structure mathématiquement parfaite orientée au micron près sur le nord céleste. Mais pourquoi alors maintenir cette thèse officielle incohérente? Parce qu'admettre autre chose obligerait à répondre à des questions dérangeantes du style « Ah, mais qui possédait cette technologie? Où l'ont-ils apprise? Et pourquoi l'avait-il perdue ensuite ?» Alors, dire que c'est un tombeau, c'est un rideau de fumée, de la fumisterie commode. Ni plus, ni moins. Si tu proposes une idée qui sort du cadre, tu te heurtes à la peur du ridicule. Alors travaille encore un peu sur toi et tu vas y arriver, copain. La pression des pairs qui n'ont, mais alors, rien compris au bordel. La dépendance au financement, oui, on l'a bien vu avec Tesla. Et surtout, la sacralisation du narratif officiel, qui se prétend être l'ultime vérité. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que je me fais chier à faire cet épisode? Bref, résultat, les découvertes qui contredisent le modèle bien défini sont souvent mises de côté, requalifiées, disqualifiées ou enterrées dans des publications de magazines à micro-budget auxquels on ne fait zéro pub et donc que personne ne lit. Et cela vaut tant pour le domaine scientifique que pour tout autre domaine existant sur cette planète. Bon, pas forcément par complot, car après on va me taxer de complotiste. Alors disons par inertie, par orgueil aussi, par besoin de garder le contrôle sur ce qui est autorisé d'exister. Au cœur de la grande pyramide, rien n'est laissé au... Oui, hasard! Les proportions, les angles, les matériaux, tout obéit à une logique vibratoire. La structure fonctionne comme un gigantesque résonateur harmonique. La géométrie crée un champ stable. Les formes guident les fréquences et le volume interne amplifie certaines ondes naturelles, notamment celles de la Terre. C'est l'alliance pierre,
plus structure plus proportion qui donne naissance à un système capable de concentrer, moduler et renvoyer l'énergie. Une machine silencieuse mais parfaitement orchestrée. Le granit, surtout celui d'Assouan, est chargé en quartz piézoélectrique. Ce n'est pas un choix d'éco. C'est un matériau réactif qui génère un microcourant lorsqu'il est soumis à une pression ou à une vibration. Dans une pyramide conçue pour résonner, cela devient le cœur énergétique. Amplification de fréquence, stockage vibratoire, transmission interne. Les chambres en granit se comportent comme des cœurs cristallins capables de canaliser une énergie subtile, invisible mais bien réelle. La chambre du roi est l'espace le plus intrigant de l'édifice. Elle n'a rien d'un tombeau. Elle ressemble plutôt à une caisse de résonance parfaitement calibrée, avec des dimensions qui correspondent à des rapports harmoniques. Du granit massif créant un effet vibratoire. 5 chambres de décharge au-dessus qui ne sont pas des décharges en fait, mais des répartiteurs de pression acoustique. Une acoustique qui répond à certaines fréquences comme un instrument de musique. On est plus proche d'un laboratoire tonal que d'un mausolée quand même. Tu crois pas? Tout l'intérieur est une architecture sonore. La grande galerie avec ses parois inclinées renvoie les ondes comme une chambre de conduction. Les couloirs comprimés et les ouvertures créent des nœuds et des pics sonores. Certains points de l'édifice amplifient la voix, d'autres l'avalent complètement. C'est un circuit qui génère une vibration, la guide et l'amplifie. Un peu comme si les bâtisseurs avaient compris que le son est une clé capable d'interagir avec la matière, les fluides internes de la Terre et éventuellement la conscience. L'idée centrale. La pyramide ne serait pas une machine mécanique, mais une machine à champ. Une technologie utilisant la résonance, l'énergie tellurique, les propriétés cristallines et les fréquences acoustiques. Une technologie subtile mais hyper avancée, cherchant à stabiliser une zone, amplifier un signal, transmettre une information ou générer un champ protecteur. Une technologie que nous avons malheureusement pas encore recréée apparemment, mais dont nous retrouvons aujourd'hui les principes. Tesla, la résonance de Schumann, la sonothérapie, la physique vibratoire. La pyramide serait l'un des premiers modèles de technologie énergétique non linéaire hérités ou transmis, mais certainement pas improvisés. Le plateau de Gizeh n'a jamais été choisi par... Oui, hasard, tu vois, tu sais maintenant. Il s'agit d'un promontoire calcaire très stable, posé sur des couches géologiques qui favorisent la propagation vibratoire et la résonance naturelle. Le sol rocheux est capable de soutenir une structure balèze sans s'affaisser. Gizeh se situe au centre géographique des terres émergées, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et c'est aussi un point d'intersection entre plusieurs lignes telluriques importantes, ce qui renforce l'idée d'un point choisi pour ses propriétés énergétiques et non par simple lubie. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas construit ici pour faire joli. On a construit ici parce que ça répond, parce que ça résonne fort, parce que ça parle vraiment.
À Gizeh, tout regarde le ciel. Les pyramides ne sont pas vraiment tournées vers la Terre, mais orientées précisément vers le cosmos. Comme si le complexe entier était une interface entre les deux. On se refait le topo pour bien assimiler l'alignement quasi parfait des 4 points cardinaux qui dépasse tout de même largement la précision des instruments supposément utilisés à l'époque. Les 3 pyramides dessinent au sol, et tu le sais maintenant, la ceinture d'Orion, une image miroir de la constellation dont chacune des pyramides correspondent aux 3 étoiles Al-Nitak, Al-Nilam et Mintaka, mais datées pour correspondre à l'orientation du ciel autour de 10 500 ans avant JC. Et selon interprétations plus spéculatrices, les puits internes pointeraient vers Sirius et Tuban, l'étoile polaire de l'époque de la construction de Khéops. Eh bien, ces étoiles seraient liées au cycle de renaissance, d'initiation et de temps cosmique. Bref, Gizeh n'est pas seulement un monument, c'est un observatoire fixe du ciel ancien, passé, ancré dans la pierre. Il est vrai qu'on parle souvent de la The Pyramide Khéops, alors qu'en réalité Gizeh, c'est une trilogie, un dispositif à 3 organes, avec la grande pyramide, c'est l'unité, avec ses calculs, sa géométrie, sa résonance, qui a pour fonction principale l'unification, l'amplification, la transmission. Et Képhren, c'est la chambre de compensation, une structure plus simple, oui, mais avec une position stratégique. Pour fonction principale, équilibrer, stabiliser, moduler les champs produits par Khéops. Et la 3e, Mykérinos, c'est l'accordeur. Elle est plus petite mais parfaitement intégrée. Sa fonction, réglage fin des fréquences. Un rôle d'harmonisation. L'ensemble agit comme un triptyque énergétique pensé comme un seul dispositif. C'est l'idée qui dérange le plus l'égyptologie classique. Et pourtant, elle est la plus cohérente. Cherche l'erreur. De nombreux indices l'attestent. Le granit permettant des variations de pression, le système de verrou interne empêchant l'effondrement et permettant des circulations contrôlées, les cavités naturelles sous le plateau, les parois polies réfléchissant le son et la vibration, tout nous amène vers une conclusion simple. Gizeh fonctionne comme une centrale énergétique, non électrique, utilisant la résonance, l'acoustique, l'eau, des matériaux conducteurs et une géométrie amplificatrice. Pas pour alimenter une ville, mais pour produire un chant, un signal, une connexion. C'est la partie que peu osent dire clairement en vrai, mais que tout indique. Si la géométrie, l'orientation, les matériaux et la structure interne convergent vers une fonctionnalité unique, alors Gizeh émet, Gizeh reçoit, Gizeh stocke, Gizeh transmet. On obtient alors une vision bien plus élargie. Le complexe serait un point nodal de communication cosmique, un transmetteur de données inscrites dans la vibration comme un rayon d'information reliant la terre et le ciel. Non pas un symbole, mais bien un dispositif, au sens le plus littéraliste et le plus vertigineux du terme. Gizeh devient alors ce qu'il a toujours été, un pont, une interface, une mémoire vivante. Quand on observe l'Égypte sous l'angle officiel, ah ça oui, on voit bien que c'est une civilisation brillante. Mais quand on l'observe sous l'angle mémoriel, on voit un héritage. Certains récits égyptiens, sumériens, amérindiens, tibétains même, évoquent plusieurs humanités successives, séparées par des cataclysmes cycliques.
5 cycles, 5 mondes, 5 renaissances, dit-on. L'Égypte ne serait pas un début, mais le dernier maillon visible d'une longue chaîne de civilisations disparues. Elle n'a pas inventé, elle a juste continué. Dans cette vision, l'origine de l'Égypte se joue bien avant la vallée du Nil. Des survivants, nommés les Shemsuwa, les suiveurs d'Horus, des êtres d'avant le déluge, auraient transmis les principes d'ingénierie sacrée, les géométries fondamentales, les savoirs astronomiques, la mémoire d'un cataclysme passé. Ce n'étaient pas des dieux au sens mythologique, mais des êtres préservés de Dieu, porteurs d'une connaissance que la masse avait perdue, et leur mission étant d'empêcher l'extinction totale du savoir. L'idée est que, pour faire clair, tout n'a pas été transmis à tout le monde. Une part du savoir aurait été réservée à des castes bien spécifiques. Des prêtres ingénieurs, des gardiens des temples, des astronomes, des scribes initiés. Ce savoir, présent dans peu de mains, a permis la construction d'édifices incroyables, la maîtrise d'une géométrie parfaite, la reproduction de modèles prédiluviens. En fait, la population, elle, voyait ces êtres comme des fils du ciel. Elle ignorait simplement qu'ils étaient les derniers d'une civilisation éteinte. Alors là, c'est le point le plus troublant sans déconner. On peut reconstruire des temples, on peut extraire du granit, on peut modéliser en 3D, mais on ne sait toujours pas reproduire la précision de la grande pyramide. On ne sait toujours pas reproduire une découpe au laser très fine du granit, toujours pas les chambres vibratoires, toujours pas les alignements célestes millimétriques sur plusieurs millénaires, une forte stabilité antisismique, et l'humain dit moderne est incapable de refaire ce que l'on dit avoir été fait il y a 400 à 500 ans. Ham ham. Ce décalage suggère que la technologie utilisée n'était pas humaine à proprement parler dans le sens où nous l'entendons aujourd'hui, mais elle était, on ne cessera de le répéter ici et de le dire, héritée. L'Égypte a été choisie comme réservoir de savoir, bunker de connaissances, bibliothèque de pierre destinée à survivre aux âges. Les pyramides, les temples, les textes, les mathématiques gravées dans la pierre n'étaient pas qu'un hommage religieux. C'était un système de sauvegarde pensé pour résister à des millénaires d'érosion, je ne sais pas si tu vois, d'effondrement, de renaissance humaine. Et la civilisation égyptienne, loin d'en être l'auteur, en fut la gardienne. Il est clair que les pyramides ont été construites pour survivre au temps. Pas pour durer 200 ans comme une cathédrale, quoi. Pas pour traverser un empire non plus, mais pour résister à des cycles entiers de civilisation. Le choix du calcaire, du granit, de la forme pyramidale, de l'emplacement sur ce sol rocheux, tout répond à une logique qui est celle-ci. Laisser un message qui résiste à la corrosion, à l'érosion, aux guerres, au séisme, aux récits manipulés et à l'oubli collectif. C'est une sacrée clé posée là dans la pierre, calibrée pour défier la mémoire humaine, quand l'humanité elle-même oublie.
Les pyramides ne nous parlent pas avec des mots, mais avec des angles, des proportions, des distances, des matériaux conducteurs, des alignements astronomiques. Ok? Elles ne te disent pas tiens, voici notre savoir. Non, 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 non. Elles te disent regarde, mesure, compare, comprends. Le message n'est pas donné tout cuit comme ça, boum. Il oblige l'esprit à se réveiller, à sortir des discours officiels, à remettre en question la ligne temporelle, les capacités humaines et même la nature même de la conscience. Dans l'univers, la géométrie et la conscience ne sont pas séparées. L'univers ne nous parle-t-il pas en mathématiques et en vibrations? Eh bien, les formes, triangles, carrés, cercles, pyramides, n'étaient pas des figures mathématiques, mais plus précisément des ponts de fréquences. La grande pyramide incarne ce principe. La forme génère un champ, une onde de forme. Le champ influence l'espace et l'espace influence la conscience. La pyramide agit comme un amplificateur de perception destiné à soutenir un processus initiatique ou à réactiver un souvenir, celui de civilisation qui maîtrisait l'unité de la géométrie plus l'énergie plus l'esprit. Si c'est pas du lourd ça, elles étaient très forts les gars. On arrive bientôt à la fin de cet épisode et les pyramides ne sont ni des édifices prophétiques, ni des temples, ni des centrales énergétiques. Non mais attends, prends pas peur, j'ai pas fini ma phrase. Ou plutôt, elles sont tout ça en même temps, mais sur des plans différents. Elles servent de pont entre le ciel, avec les alignements stellaires, et la Terre, son réseau tellurique, le visible, la pierre, et l'invisible, les champs magnétiques, notre époque et ceux qui savaient avant nous. Elles sont un outil de connexion, un relais, un symbole tangible d'un savoir oublié mais toujours actif. Comme si elles attendaient qu'on se synchronise à nouveau. Va savoir. Les pyramides sont partout. Documentaires, vidéos, voyages, réseaux sociaux, intuition, rêves, synchronicité et ici. Ce n'est pas un hasard. Yes, c'est une réactivation mémorielle collective. Les cycles se referment. Les nations anciennes reviennent sur le devant de la scène. Les découvertes s'accélèrent, les mensonges s'effritent et la conscience monte. Ce qui était posé pour plus tard est devenu pour maintenant. Les pyramides reviennent parce que l'humanité est à un tournant. Elle est en train de retrouver son histoire réelle, son potentiel réel, sa nature énergétique, son lien avec le cosmos ou le divin. Bref, les pyramides ne sont pas des monuments, ce sont des signatures laissées là en prévision de notre époque. Depuis des décennies, les pyramides reviennent au centre des débats, comme si quelque chose, dans l'humain ou dans le champ terrestre, rappelait leur présence. Ce n'est pas un « Eh ben non ! Une coïncidence, tiens !» pour changer. Chaque période de transition planétaire est active des mémoires. Lorsque les cycles cosmologiques se rapprochent d'un point de bascule, les grands édifices de pierre jouent le rôle d'antenne de résonance, réémettant leur information d'origine. C'est pour ça que soudain, tout le monde en parle. Et il n'y a pas que ce sujet-là, ni même ce domaine-là d'ailleurs. Des chercheurs indépendants en parlent, ainsi que des physiciens, en passant par des explorateurs et des personnes spirituellement sensibles comme toi.
L'époque actuelle agit comme un déclencheur vibratoire qui rallume les systèmes dormants et c'est pour ça que certains individus, sans les nommer, du style psychopathe égocentrique pourri jusqu'à la moelle, font tout pour nous pourrir et retarder ça. Ils essaient de nous pondre une apocalypse apocalyptique, alors que apocalypse signifie lever du voile, tu comprends? Mais ceci n'est pas le sujet. Si on a bien saisi tout le délire là, si les pyramides sont des dispositifs, des horloges, des transmetteurs, des édifices prophétiques, alors elles n'étaient sûrement pas construites pour faire joli, on l'a compris. Ni pour une époque ancienne, mais pour une époque future. Donc, on pourrait dire qu'elles semblent programmées pour se réactiver lorsque la Terre franchit un cap, un certain seuil énergétique, émettre une information d'alignement, stabiliser les sauts de conscience collectifs, rappeler à l'humanité d'où elle vient réellement. Elle ne prépare pas un événement spectaculaire, mais une maturation intérieure, un changement de paradigme, comme on dit, une nouvelle ère, une transition d'une humanité complètement déconnectée, faut dire, à une humanité franchement consciente. Nous traversons aujourd'hui un réalignement mondial, magnétique, énergétique, géopolitique et surtout conscientiel, lithique, juste pour la rime. Les pyramides, construites sur des nœuds terrestres stratégiques, servent de régulateurs. Elles équilibrent les tensions du champ magnétique, les fluctuations de la grille énergétique, les déphasages entre l'humain et la Terre. Quand l'humanité se désaccorde, la Terre rappelle l'ancien diapason et le ciel rappelle la renaissance et la résurrection. Et les pyramides sont en fait cette vision-là. Mais attention, la réactivation n'est pas un phénomène extérieur à toi déjà, et elle s'adresse d'abord à ceux qui sentent, ceux qui vibrent différemment, ceux qui ne rentrent plus dans la version dite officielle du monde. Les pyramides ne délivrent rien à ceux qui dorment encore. Elles parlent à ceux qui voient les fissures dans le récit. Elles réveillent la mémoire, la sensibilité, la lucidité, la souveraineté intérieure. Ceux qui entendent cet appel n'ont pas besoin de preuves. Ils reconnaissent simplement la vibration. Contrairement à ceux qui retardent le réveil de masse et qui pourraient par la même occasion détourner les dispositifs tels que les pyramides par exemple et sur toute la planète, ceux qui se réveillent maintenant ne l'ont pas vraiment choisi par, hasard. Ils portent en eux l'intuition, la capacité et la mission de réactiver les connaissances, de relier les mondes scientifiques, symboliques et spirituels, de dévoiler les récits cachés, même quand ils sont en chinois ou en hébreu. Merci coach. De préparer la transition vers un nouveau cycle ou une nouvelle ère. Alors, ils deviennent des éclaireurs, des transmetteurs, des gardiens de mémoire qu'on libère, des stabilisateurs énergétiques. Ça te rappelle rien? Eh oui, les pyramides. Elles ne demandent pas d'être comprises en vrai, mais d'être reçues. Et ceux qui se réveillent maintenant, comme toi, comme nous, sont précisément ceux qui emportent les clés. Le véritable trésor, de toute façon, n'est pas dans les constructions extraordinaires, mais dans ce que ces constructions nous rappellent. L'alignement intérieur, la lumière,
la souveraineté divine. Ce que je veux dire, c'est que les pyramides sont un message parmi tant d'autres, mais pas un but. Le sacré ne réside pas dans la pierre, mais dans le cœur qui comprend. Le vrai héritage n'est pas géologique, mais divin. Et la réactivation dont je parle dans la dernière partie est exactement ce retour du cœur à la lumière christique. Les anciens ont gravé dans la pierre ce que nous devons retrouver dans le ciel de notre conscience. Je me suis déchirée là. Au fond, les pyramides ne sont peut-être pas seulement des prouesses d'ingénierie, ni les vestiges d'un âge perdu. Elles nous rappellent que l'homme n'est pas né d'hier et que derrière l'histoire officielle montée de toutes pièces, il reste des mémoires enfouies ici sur terre et en toi, des savoirs occultés volontairement à nos dépens et des transmissions dont seuls les plus attentifs et avisés perçoivent encore le fil. On leur dit merci. Mais surtout, elles nous rappellent ceci. La connaissance véritable ne se conserve ni dans la poussière, ni dans les archives, ni même dans la pierre. Elle se conserve dans la conscience. Une conscience qui s'élargit, une conscience qui se réveille, une conscience qui retrouve ce que les anciens avaient su préserver. Le lien entre la matière et le ciel, entre la géométrie et l'esprit, entre le monde visible et le monde subtil et divin. Parce que vois-tu, les monuments passent. Les empires tombent, les civilisations s'effacent, n'est-ce pas? Mais ce que l'esprit éclaire ne s'éteint jamais. Ce que l'âme reconnaît, elle ne l'oublie plus. Ce qui s'éveille en nous reste pour toujours.